Et si je vous disais que nos toutes premières compétences en négociation, elles remontent en fait à notre plus tendre enfance? Ah oui? C'est une idée intéressante. Pensez-y une seconde. La toute première règle du livre de Jean-Paul Gage, qu'on explore aujourd'hui, c'est celle-ci. Un bébé, ça sait déjà négocier. Le bébé qui pleure. Exactement. Le bébé qui pleure pour obtenir du lait ou un câlin. C'est sa toute première transaction. En échange de l'arrêt de ses cris, il reçoit ce qu'il veut. C'est une situation gagnant-gagnant, en quelque sorte. Voilà, on est tous négociateurs. Et c'est là justement que réside tout le paradoxe. Si cette compétence est si innée, si fondamentale, Oui, pourquoi est-ce qu'à l'âge adulte, le simple mot négociation nous fait transpirer? Pourquoi on l'associe tout de suite à un conflit? à une épreuve de force. C'est ça. Et c'est tout l'enjeu des sources qu'on a sous les yeux. Démystifier la négociation, nous montrer que ce n'est pas un combat de force brute. Mais plutôt un jeu. Plutôt un jeu subtil, un art qui mêle stratégie, psychologie et un véritable sens de l'échange. Absolument. Et cette discussion, elle s'adresse vraiment à toute personne qui, un jour ou l'autre, doit se mettre d'accord avec quelqu'un. C'est-à-dire à peu près tout le monde. Ben oui, que ce soit pour acheter une voiture, demander une augmentation, ou même, plus simplement, décider du programme du week-end en famille. Mhm. C'est pour celles et ceux qui veulent défendre leurs intérêts, bien sûr, mais sans pour autant écraser l'autre partie, pour trouver un terrain d'entente. Notre mission aujourd'hui, c'est donc de plonger un peu dans cette philosophie. On va disséquer quelques stratégies de préparation et découvrir des tactiques concrètes, parfois même surprenantes. L'idée, c'est de changer de regard sur la négociation. Exactement. Passer d'un conflit potentiel à une opportunité constructive. Alors commençons par la base. La philosophie du livre, c'est une distinction qui m'a semblé fondamentale. Je vous écoute. Négocier, ce n'est ni imposer sa volonté, ni convaincre l'autre qu'on a raison. Ce qui est très différent, Voilà. L'auteur dit que c'est chercher un accord. c'est le cœur du sujet. Imposer, c'est de la domination. Convaincre, c'est un débat d'idées, on cherche à avoir raison. Alors que négocier, Négocier, c'est accepter que l'autre n'a pas besoin d'être d'accord avec nos raisons, tant qu'il est d'accord avec la solution finale. d'accord. Et pour ça, la règle de base est simple, j'imagine. Si tu es oui, pour recevoir, il faut donner. C'est un jeu de concession, de contrepartie. Et ça nous amène au fameux concept central du livre. Le win-win. Le gagnant-gagnant, oui. Alors là, je dois avouer que j'ai un peu tiqué au début. Cette approche gagnant-gagnant, est-ce que ce n'est pas un peu naïf? C'est une bonne question. Dans le monde réel, pour une promotion ou l'achat d'une maison, il y a bien un gagnant et un perdant au final, non? On ne peut pas tous avoir 100% de ce qu'on veut. C'est une excellente objection. Parce qu'elle pointe une mauvaise interprétation très courante. Le gagnant-gagnant, ce n'est pas de l'altruisme. Ce n'est pas un compromis mou. Non, pas du tout. Ce n'est pas couper la poire en deux et repartir à moitié satisfait. La formule clé du livre est beaucoup plus stratégique en fait. C'est-à-dire? Je résous mon problème en résolvant celui de l'autre. Ah, d'accord. C'est un changement de perspective complet. Total. Au lieu de voir l'autre comme un adversaire, on le voit comme un partenaire avec qui on peut, disons, agrandir le ghetto avant de le partager. On cherche à comprendre ses contraintes, ses besoins. Pour trouver une solution créative qui nous serve aussi. Voilà. Donc, si je comprends bien, on passe d'une logique de confrontation à une logique de collaboration. Et ça doit se voir même dans les mots qu'on choisit, j'imagine. Exactement. Le livre insiste beaucoup là-dessus. Des phrases comme « Je vous écoute »,« Nous avons l'un et l'autre intérêt à » ou encore « Soyons partenaires ». Ça change complètement la dynamique. Complètement. On passe d'une opposition frontale à une résolution de problèmes communs. C'est l'antithèse de la mentalité du tout ou rien. Où le compromis est vu comme une faiblesse. C'est ça. Et pour illustrer à quel point cette coopération est plus payante que l'égoïsme pur, il y a cette histoire absolument fascinante. Ah oui, la fameuse histoire des deux complices arrêtés, Le dilemme du prisonnier. précisément. Imaginons Raoul et Gaston, deux voleurs, arrêtés, mais sans preuve formelle. D'accord. La police les interroge dans des pièces séparées, Et leur propose un marché. le même à chacun. Le même. Si l'un dénonce l'autre et que l'autre se tait, le délateur est libre, le silencieux, lui, prend 5 ans de prison. Dur. S'ils se dénoncent mutuellement, ils prennent 3 ans chacun. Mais- Et c'est là toute la clé. S'ils coopèrent. S'ils coopèrent en se taisant tous les deux, faute de preuves, ils n'écopent que de quelques mois pour un délit mineur. Et bien sûr, dans la crainte que l'autre le trahisse pour être libre, chacun choisit de dénoncer l'autre. Et le résultat? 3 ans de prison pour les deux, alors qu'ils auraient pu s'en sortir avec presque rien.
Voilà. Et ce que cette fable nous montre, c'est que notre instinct de survie, notre instinct égoïste, est souvent notre pire ennemi. On pense se sauver en trahissant. Et en réalité, on s'enferme soi-même dans une solution médiocre. La vraie stratégie, la plus intelligente, c'est la confiance et la coopération. C'est paradoxal, mais c'est ça qui est puissant. C'est fou de se dire que la meilleure stratégie, c'est de faire confiance. Mais ça suppose que l'autre va coopérer aussi. Bien sûr. Comment on se prépare à une situation où on n'est pas sûr de ça, pour ne pas finir en position de faiblesse? On ne peut pas y aller juste avec de la bonne volonté. Ben justement, c'est là qu'on passe de la philosophie à la stratégie pure. La bonne volonté sans préparation, c'est de la naïveté. Donc il faut se préparer. L'auteur est très clair là-dessus. La négociation est un jeu qui se prépare. La phase la plus critique se passe avant même de s'asseoir à la table. Et une négociation, c'est souvent très émotionnel, on peut se laisser emporter, faire des concessions qu'on regrette. Oui, Comment on peut cadrer ça de manière rationnelle pour ne pas tout accepter? pour ça, l'auteur propose un outil très puissant. Il appelle ça la ZAPE, ZAPE? zone d'accord possible. C'est un concept qui transforme une discussion qui pourrait être floue et émotionnelle en un exercice quasi mathématique. D'accord, expliquez-moi. L'idée, c'est de définir pour soi-même un objectif haut, ce qu'on espère idéalement obtenir, et un objectif bas, le seuil de rupture en dessous duquel on préfère se lever et partir. Et l'écart entre les deux, c'est notre marge de manœuvre. C'est exactement ça. Il y a un exemple chiffré dans les sources, n'est-ce pas? Ça aide à visualiser. Oui, un exemple très simple. Disons que je veux vendre un objet à 1000 €. C'est mon objectif haut. L'idéal. Mais je sais qu'au fond de moi, je serais satisfait à 800 €. Ça, c'est mon objectif bas, mon seuil de rupture. Ok. De son côté, l'acheteur, lui, ne veut payer que 500 €. Mais il a un budget qui peut monter jusqu'à 600. Ah, donc la ZAP, la zone d'accord possible, elle se situe entre 600 et 800 euros. Précisément. Le jeu de la négociation va consister à se rencontrer quelque part dans cet intervalle. Et le simple fait de connaître ces chiffres avant de commencer, ça change tout. Ça donne une clarté incroyable et ça souligne l'importance d'avoir des alternatives, un plan B ou C, pour que notre seuil de rupture soit crédible. Absolument. On n'est pas obligé d'accepter à tout prix, ne jamais dépendre d'un seul scénario. Et pour structurer toute cette préparation, il y a une méthode, une sorte de checklist. La méthode des 7 C. D'accord, cette étape, c'est beaucoup à retenir. Si vous deviez choisir les deux que les gens oublient tout le temps, mais qui font toute la différence entre un accord réussi et un accord raté, ce seraient lesquels? Sans hésiter, je dirais la 4e et la 7e. La 4e, c'est... Comprendre. C'est l'idée de faire un point à mi-chemin. On s'arrête et on dit, alors si je résume, nous sommes d'accord sur le point A et le point B, mais il y a encore une divergence sur le point C, c'est bien ça? Ça semble simple. C'est simple, mais ça évite de passer 1 heure à débattre sur un malentendu. C'est un geste de clarification qui sauve un temps et une énergie considérable. D'accord. Et la 7e? La 7e, c'est conserver. C'est l'étape que presque tout le monde oublie. On est soulagé d'avoir trouvé un accord. On est tellement soulagé qu'on se serre la main et on passe à autre chose. Or, un accord verbal, c'est fragile. L'étape conserver, c'est s'assurer du suivi, souvent par un simple email qui résume les termes. Suite à notre discussion, nous confirmons que... Voilà, ça formalise l'engagement, ça garantit que le deal pour lequel on s'est battu sera bien appliqué. C'est la différence entre une victoire et une victoire sur papier seulement. C'est très pratique. Et dans cette préparation, il y a aussi la question des objections. Comment on se prépare à la plus classique, c'est trop cher? Le livre est excellent là-dessus. La parade, ce n'est pas de se braquer, mais de poser une question. Laquelle? Trop cher par rapport à quoi? Par rapport à la concurrence? À la qualité? À votre budget? Cette question force l'autre à argumenter, et ça rouvre le dialogue. Une autre astuce très concrète, c'est de prévoir dans son prix de départ une marge de manœuvre. Disons 15%. Ce n'est pas de la malhonnêteté, c'est juste intégrer la mécanique du jeu dans sa préparation. On sait que l'autre voudra marchander. Alors on lui donne de quoi le faire, tout en protégeant son propre objectif bas. On a donc la philosophie gagnant-gagnant et les outils de préparation comme la ZAP et les 7C. Mais au final, on est face à une personne, avec ses émotions, ses biais, Et on en arrive au facteur humain. la psychologie du jeu. C'est le 3e pilier. On peut avoir la meilleure préparation du monde. Si on ne sait pas gérer l'humain, on échoue. Le livre identifie 5 qualités essentielles, mais il y en a une qui est la mère de toutes les autres. L'écoute, j'imagine. La pratique de l'écoute. C'est un peu un lieu commun de dire qu'il faut savoir écouter, non? C'est un lieu commun, oui, mais c'est une compétence très rarement maîtrisée. Le livre souligne un piège dans lequel on tombe tous.
Lequel? Pendant que l'autre parle, on ne l'écoute pas vraiment. On est déjà en train de préparer notre propre réponse. On formule notre contre-argument. C'est ça. La véritable écoute, l'écoute active, c'est se taire dans sa tête. Se concentrer uniquement sur ce que l'autre dit et ce qu'il ne dit pas. C'est de la collecte d'informations. On collecte des indices sur ses vrais besoins, ses craintes. Exactement. Sa marge de manœuvre, c'est la clé pour adapter sa stratégie en temps réel. Donc, on écoute pour comprendre à qui on a affaire, pour savoir si on est face à un partenaire potentiel ou à un pur adversaire. Exactement. Il faut identifier le profil de son interlocuteur. Le livre distingue deux grands styles. Le coopératif, qui cherche sincèrement un accord mutuel, Et le compétitif. et le compétitif, qui veut avant tout maximiser son gain, quitte à ce que l'autre perde. Il ne s'agit pas de juger, mais de diagnostiquer. C'est ça. Face à un coopératif, on peut jouer la transparence. Mais face à un compétitif pur et dur ou quelqu'un de mauvaise foi, il faudra être beaucoup plus vigilant et ajuster son jeu. D'accord. Et concrètement, ajuster son jeu, ça veut dire quoi? Le livre doit bien proposer des tactiques pour ces situations? Absolument. Et certaines sont très théâtrales. Prenez la technique du gentil et du méchant. Ah, le fameux good cop, bad cop. C'est ça. L'exemple est une scène de brocante. Un couple veut acheter une lampe. Le mari joue le gentil. Il est souriant, discute avec le vendeur. Il crée le lien. Pendant ce temps, sa femme joue la méchante. Elle soupire, elle regarde sa montre, elle dit que la lampe n'en vaut pas la peine, qu'il faut partir. Attendez. Mais cette histoire de gentil et méchant, ça ne risque pas d'être complètement transparent, de braquer la personne en face. Ça me paraît un peu cliché. C'est une question légitime. Le but, ce n'est pas de surjouer comme dans un mauvais film, bien sûr. Alors c'est quoi l'intérêt? C'est une question de créer une pression psychologique subtile. Le vendeur est pris en tenaille. D'un côté, il a une personne sympathique avec qui il a envie de faire affaire, Le gentil. et de l'autre, il a la menace imminente de perdre la vente à cause de la méchante. Cette tension le pousse à prendre une décision rapide pour sécuriser le deal avec la personne raisonnable. D'accord, c'est une tactique compétitive, on est loin de la coopération pure. On est d'accord, mais elle illustre un point clé du livre d'Élie. Il ne dit pas « soyez toujours coopératif », il dit « adaptez-vous ». Parfois, il faut créer une pression pour forcer l'ouverture de cette fameuse zappe. C'est plus subtil que je ne le pensais. Et j'imagine qu'il y ait des tactiques encore plus discrètes. Ah oui, l'une des plus puissantes et des plus sous-estimées, c'est l'utilisation stratégique du silence. Le silence? La plupart des gens ont horreur du vide dans une conversation. Si vous posez une question ou faites une proposition et que, ensuite, vous vous taisez, Mhm. l'autre va se sentir obligé de combler ce silence. Et en le comblant, il va souvent donner plus d'informations qu'il ne le voulait, révéler ses doutes ou même améliorer son offre de lui-même. C'est contre-intuitif, on a l'impression que celui qui parle le plus a le dessus. Et c'est souvent l'inverse. Comme le dit l'auteur, celui qui se tait mène souvent le jeu. C'est une forme de contrôle très discrète, mais redoutable. C'est fascinant. Et pour ajouter une dernière couche de nuance, le livre insiste sur l'équilibre délicat entre l'empathie et la sympathie. Quelle est la différence ici? Il faut être empathique pour comprendre la position de l'autre, se mettre à sa place. Mais pas au point d'oublier ses propres intérêts. D'accord. Et de même, il faut être sympathique pour créer un bon climat, mais se méfier des flatteurs. L'auteur nous rappelle la fable du corbeau et du renard. Un excès de sympathie de la part de l'autre peut cacher une tentative de manipulation pour nous faire lâcher notre fromage. C'est exactement l'idée. Alors, si on devait distiller l'essentiel de toute cette exploration, que faudrait-il retenir? Pour moi, l'idée principale, c'est que la négociation n'est pas un art sombre, réservé à une élite. C'est une compétence profondément humaine, une sorte de danse. Une danse qui mélange une préparation rigoureuse, Une stratégie bien pensée et une compréhension fine de la psychologie de l'autre. c'est tout à fait ça. Ces sources nous offrent une véritable boîte à outils. L'invitation, c'est vraiment de changer de posture, Passer du guerrier, qui cherche à vaincre, à celle du diplomate, qui cherche à convaincre. L'objectif final, ce n'est pas seulement de remporter une transaction, mais de construire des accords plus intelligents. et de préserver la relation, c'est essentiel. Préserver la relation sur le long terme. Et ce qui rend tout cela très concret, c'est le format du livre lui-même. 50 règles courtes, claires, chacune illustrée d'exemples. Ce n'est pas un traité théorique indigeste. C'est un guide pratique qu'on peut consulter au besoin. Avant une situation spécifique? Voilà. Ce qui nous amène à une dernière pensée, une question à laisser infuser. Le livre compare souvent la négociation à un jeu.
au théâtre, parfois même à une version policée de la guerre. Oui, Et ça soulève une question intéressante. Dans nos vies de tous les jours, au travail, en famille, en couple, combien de fois sommes-nous en train de négocier sans même nous en rendre compte? probablement tout le temps. Et si on commençait à aborder ces moments, non plus comme des conflits à éviter ou à gagner à tout prix, mais comme des parties à jouer, avec stratégie et un objectif gagnant-gagnant, qu'est-ce que ça pourrait changer?